Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène à Addis Abeba en Éthiopie où s'est tenu le week-end écoulé le 36e sommet de l'Union africaine. Il faut savoir que ce sommet de l'Union africaine était placé notamment sous le thème de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Oui. Et au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part 35 chefs d'État et 4 chefs de gouvernement, dont le chef d'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il faut savoir que les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur un certain nombre de questions, notamment la réforme institutionnelle de l'Union africaine, l'état de la paix et de la sécurité dans le continent, l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Ils ont également abordé la question de la crise alimentaire mondiale, la réponse de l'Union africaine à la pandémie de la Covid-19. Ils ont fait un point également sur l'évaluation du premier plan décennal de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et ils ont aussi abordé notamment questions relatives, comme je l'ai dit, à la thématique du sommet. Donc, ils sont revenus plus en profondeur sur les questions relatives à la zone de libre-échange continentale. Et enfin, ils ont également abordé les questions liées au changement climatique. Il faut dire Ils n'ont pas parlé de la libre circulation des personnes. La libre circulation en Afrique. C'est l'un des pans justement de la zone de libre-échange économique, donc ZLECAf. Mais bon, il faut savoir que de manière succincte, si on peut résumer, pour ce qui concerne la réforme institutionnelle de l'Union, il s'agissait en l'occurrence d'intégrer, de revoir le mode de fonctionnement de l'Union africaine afin de la rendre beaucoup plus réactive, proactive et aussi beaucoup plus efficace dans les moyens qu'elle utilise pour évidemment lui permettre d'assurer ses missions. Il faut savoir que le continent fait face à beaucoup de défis. D'abord des défis sécuritaires, notamment liés avec la menace terroriste dans le Sahel, dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord de l'Éthiopie, avec la région du Tigré, et également la question sécuritaire, notamment au Soudan du Sud, qui est toujours en proie à une guerre civile. Les chefs d'État et de gouvernement donc ont décidé d'abord, pour ce qui concerne le Sahel, ils ont décidé de maintenir les sanctions liées au fait que des régimes constitutionnellement élus aient été renversés par des juntes militaires. Là, il s'agit évidemment de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso et du Mali. Bien entendu, l'Union africaine se laisse bien entendu le droit de continuer à apprécier, si tu veux, l'évolution de la situation dans ces pays-là, dans l'objectif de voir ces pays organiser rapidement des élections qui permettront un transfert du pouvoir vers des régimes, enfin un transfert de pouvoir vers des personnes démocratiquement élues. Alors, pour ce qui concerne aussi la question de la sécurité au Sahel, l'Union africaine a pris acte, notamment de la décision du Burkina Faso de mettre un terme d'un point de vue de la coopération militaire avec la France. Il faut savoir que les 400 soldats membres des forces spéciales de l'opération Sabre qui étaient au Burkina Faso depuis 2015 ont déjà quitté en totalité le territoire burkinabé, à la demande des autorités qui avaient tout simplement remis en cause, si tu veux, les accords de défense entre le Burkina Faso et la France qui permettaient justement à ces troupes-là de stationner sur le territoire des pays des hommes intègres dans le cadre de la lutte contre le djihadisme qui gangrène malheureusement cette région. Les chefs d'État et de gouvernement ensuite, bien entendu, se sont penchés sur la question aussi tout aussi importante qui est liée à la crise alimentaire. Il faut savoir que le continent africain, et ça j'en ai fait des papiers dans les Noromi, le continent africain est un gros importateur de produits alimentaires, des denrées agricoles et alimentaires. Et le fait qu'il y ait cette guerre en Ukraine qui déstabilise cette région-là, qui est l'un des principaux pourvoyeurs en matière de céréales, notamment sur le continent africain, il faut savoir que près de 40% de la consommation de céréales sur le continent africain vient de Russie et d'Ukraine. Et donc, la crise en Ukraine avec tous les corollaires qui en ont suivi, les sanctions liées notamment
à la Russie et toutes les difficultés que l'Ukraine a, et la Russie aussi à pouvoir acheminer du fait, d'une part en ce qui concerne la Russie, les sanctions, deuxièmement en ce qui concerne l'Ukraine en raison de, si tu veux, des dégâts liés à l'offensive russe dont elle fait l'objet. Tout ça fait que ces deux pays ont du mal à répondre à leurs engagements d'approvisionnement en denrées céréalières, notamment sur le continent africain. On a des pays comme l'Égypte, des pays comme la Tunisie, le Sénégal, qui sont fortement dépendants des céréales qui proviennent de Russie et d'Ukraine et qui, malheureusement, subissent les effets de cette situation-là. En dépit du fait qu'il y a un accord qui a été renouvelé, notamment lié à l'accord qui avait été signé en Turquie relative à la sortie notamment des céréales des ports d'Ukraine en passant par le détroit du Bosphore qui est géré par la Turquie, cela n'empêche pas qu'il y ait toujours un problème parce qu'il y a de nouvelles sanctions qui frappent des armateurs, c'est-à-dire des armateurs, les propriétaires de bateaux qui se risqueraient de transporter les denrées alimentaires russes. Et même si la Russie a quand même pu trouver quelques armateurs, notamment du côté de la Chine, prêts à transporter ces céréales-là, n'empêche que cela ralentit, cela perturbe énormément le trafic et donc, si tu veux, la mise à disposition de ces céréales-là. Et bien entendu, les chefs d'État et de gouvernement se sont aussi penchés sur la question de l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Il faut savoir que dans le G20, vous avez bien entendu l'Union européenne qui est représentée avec l'Union européenne, le G7 qui est représenté avec un certain nombre d'autres organisations, notamment les Nations Unies. La Banque et la Banque mondiale, alors que l'Union africaine, qui est quand même l'institution la plus importante du continent, dans l'un des plus grands continents du monde, n'est toujours pas représentée à ce sommet-là. Et donc, les chefs d'État et de gouvernement ont renouvelé leur volonté de voir justement octroyer un siège à l'Union africaine au sein du G20. Et puis, ils ont fait une rapide évaluation de la situation de la COVID-19. D'un point de vue sanitaire, il faut savoir que le continent africain a été de loin celui qui a été le moins épargné, même si ça ne veut pas dire que la COVID est terminée. Non, on a encore des résurgences ici et là dans plusieurs pays du continent, même si ça ne voudrait pas dire que l'on va revenir à la situation initiale de 2020, dans laquelle on avait procédé à, on se rappelle, au confinement, aux fermetures des frontières et autres. Mais évidemment, la veille sanitaire s'impose et continue de regarder avec une très très grande célérité justement la progression ou l'émergence de potentiels foyers épidémiques. Et puis, pour ce qui concerne les questions relatives à la zone de libre-échange continentale, qui était en réalité le principal point de ce 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les chefs d'État ont tout simplement fait le point sur l'avancée de cette zone de libre-échange, parce qu'il faut d'abord qu'un certain nombre de pays, que l'ensemble des 54 pays membres de l'Union africaine ratifient cet accord-là de zone de libre-échange. Et une fois que la ratification a été faite, il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près une vingtaine de pays seulement l'ont ratifié. Il y a à peu près une quinzaine dont le traité est en cours de ratification, et il y a d'autres encore qui attendent et qui ne sont pas particulièrement pressés de le ratifier. En l'occurrence, par exemple, le Nigeria. Le Nigeria, par exemple, qui estime que rentrer dans cette zone de libre-échange pourrait lui nuire parce qu'elle n'est pas compétitive dans un certain nombre de domaines qu'elle juge stratégiques pour son économie. Et donc, elle entend d'abord se développer en interne avant d'intégrer cette zone de libre-échange économique continentale. Et puis, bien entendu, pour ce qui concerne les changements climatiques, il faut savoir que dans la foulée, il y aura le One Summit Planet ici à Libreville, le 2 et le 3 mars prochain. C'est le One Forest Summit. Le One Forest Summit, c'est un peu l'équivalent de sommet sur la Terre, mais uniquement lié aux questions climatiques dans les zones forestières. Il faut savoir que ce sont les forêts qui constituent le poumon de la planète, parce que ces forêts-là captent une grande partie du CO2 qui est mise dans l'atmosphère et rejette l'oxygène dont nous avons besoin
pour respirer. Et donc, il faut savoir que les deux grandes zones forestières du monde, les deux principales zones forestières sont l'Amazonie et évidemment la région de l'Afrique centrale. Et donc, pour ces questions climatiques, évidemment, le Gabon a bien entendu porté sa voix pour essayer d'inciter le reste des pays du continent à notamment mettre en place, à faire des efforts en ce qui concerne la protection de l'environnement et particulièrement de nos forêts. Et donc, de manière globale, c'est ce qu'on peut retenir de ce sommet. Et bien entendu, il y a eu un passage de flambeau. La présidence tournante de l'Union africaine, qui était assurée par Macky Sall, le président du Sénégal, a été transmise au président Azali Assoumani, qui est le président de la République des Comores. Voici ce que l'on peut retenir globalement de ce 36e sommet. Et puis, bien entendu, dans les off, il y a eu un incident en marge de ce sommet. J'ai vu ça. Une diplomate israélienne a été expulsée de la salle, semble-t-il, selon les autorités algériennes. Non. À la demande des autorités algériennes, qui ne trouvaient pas normal elle ne trouvait pas l'importance de sa place. Voilà, bon, et puis particulièrement, elle n'avait pas été invitée. C'est l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, qui représentait l'État d'Israël, qui avait lui reçu une invitation officielle de la part de l'Union africaine. Donc, cette diplomate-là est venue sans invitation et évidemment, elle a été expulsée. Bien, cette expulsion a été condamnée par les autorités israéliennes, mais évidemment, ça n'a pas remis en cause les bonnes relations qui existent entre l'Union africaine et l'État d'Israël. Il ne faut pas oublier, Israël dispose d'un siège d'observateur au sein de l'Union africaine. Donc, il peut assister à ces réunions. Ils observent quoi? C'est un statut, c'est-à-dire qu'ils peuvent être invités, mais ils n'ont pas un droit de vote, ils n'ont pas un droit Ils viennent observer quoi? Mais il faut savoir que des sommets tels que l'Union africaine... On n'est pas capable de gérer notre... Non, ce n'est pas ça. C'est surtout, il faut savoir qu'en off, tu as le sommet en lui-même, et puis tu as ce qui se fait en off, comme je le dis, en dehors du sommet. C'est-à-dire que c'est un moment où vous avez une très grande concentration de chefs d'État et de gouvernement, et c'est justement le lieu idéal pour nouer des contacts, pour renforcer des liens diplomatiques. Et donc, c'est ce qu'Israël fait. Elle fait un peu une sorte de lobbying. Et donc, le fait d'avoir un siège d'observateur lui permet d'accéder, bien entendu, d'être invité à cette rencontre et de pouvoir discuter avec les chefs d'État et de gouvernement du continent africain. C'est uniquement pour ça. Et donc, voilà ce que l'on peut dire de manière globale sur la tenue de ce 36e sommet de l'Union africaine. Je voulais revenir avec toi. La situation politique au Sénégal entre Macky Sall et l'opposant, c'est quoi concrètement le problème? Qu'est-ce qu'on reproche à Sonko? Bon, à Sonko, officiellement, il y a encore l'affaire judiciaire liée à les accusations de viol dont il fait l'objet, mais je ne pense pas que c'est pour cette raison qu'il a encore fait l'objet d'une interpellation. Je pense que dernièrement, c'était peut-être lié à des accusations de troubles à l'ordre public, mais pour le moment, évidemment, il est assez difficile de savoir. Les raisons politiques sont que, évidemment, il y a deux problèmes. Macky Sall pourrait être tenté de briguer un troisième mandat, ou du moins c'est cette rumeur-là qui persiste énormément à Dakar, au Sénégal. Et puis, la deuxième, c'est que, évidemment, Ousmane Sonko, c'est l'opposant principal actuellement de Macky Sall. C'est celui qui est, évidemment, fait l'objet de toutes les attentions, bonnes ou mauvaises, de la part du pouvoir en place. Et donc, tout ça fait que, d'un côté, on a un Macky Sall qui a du mal à trouver d'abord un véritable dauphin qui sont en capacité de remporter les prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans quelques semaines là. Et puis la deuxième chose... Quelques semaines. Oui, quelques semaines, quelques mois, je crois. Et puis la deuxième chose, c'est que on a une opposition aussi qui avait été totalement phagocytée par Macky Sall. Et donc cette opposition-là, politique traditionnelle, n'arrive plus aussi, si tu veux, à trouver les mots pour pouvoir convaincre notamment la jeunesse sénégalaise qui s'est en grande partie tournée vers Ousmane Sonko. Ce dernier, bien entendu, est taxé de populiste et taxé de tous les noms parce qu'évidemment, il veut remettre en cause un certain nombre de choses, notamment même les relations entre le Sénégal et la France. Et donc, tout ça fait que, évidemment, il est particulièrement apprécié ou décrié ou attaqué dans ses positions. Mais ce qui est clair, c'est que, évidemment,
c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement suivi dans les réseaux sociaux. Et ce qui fait que, évidemment, à chaque fois qu'il fait l'objet d'une interpellation, à chaque fois qu'il fait l'objet d'une menace quelconque, cela est abondamment relayé dans les réseaux sociaux. Et cela, malheureusement, alimente encore les troubles qui alimentent ces tensions, qui exacerbent ces tensions. Et on sait que d'habitude, à l'approche d'élections majeures comme les élections présidentielles au Sénégal, la tension est toujours très forte. Elle est très, très vive. Et donc, évidemment, on va voir ce que la justice va décider. Est-ce que la justice va décider de l'inéligibilité d'Ousmane Sonko? C'est une possibilité, mais avec le risque d'embraser peut-être le pays, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, le président Macky Sall était arrivé au pouvoir à peu près dans les mêmes conditions. On avait un Abdoulaye Wade qui voulait absolument un 3e mandat. Cela avait exacerbé des tensions terribles. Macky Sall avait fait l'objet, évidemment, d'intimidation, exactement comme Ousmane Sonko. Et on a l'impression que c'est une espèce de répétition, qu'à chaque fois qu'on voit une nouvelle figure émerger, cette figure-là au Sénégal passe par toutes sortes d'actions, toutes sortes d'événements qui pourrissent en quelque sorte sa vie, quitte à essayer de l'empêcher d'arriver à cette fonction-là. C'est un peu, on a l'impression que c'est un cycle en fait qui se répète. Moi, personnellement, j'espère que les choses vont aller dans le bon sens, dans le sens de l'apaisement et de la paix civile, que tous ceux qui ont envie de briguer à cette élection-là puissent le faire en toute liberté. Et je crois que ce serait la meilleure solution pour que le Sénégal, qui est déjà considéré en Afrique comme étant un exemple en matière d'alternance politique, ne puisse pas ternir son image en raison de la volonté d'un groupe ou d'un autre à vouloir d'une part soit se maintenir au pouvoir coûte que coûte, ou bien d'autre part à vouloir y accéder en usant de tous les subterfuges, y compris en poussant quasiment jusqu'à une rébellion. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Daft Morning. Le Daft Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.